radars qui contrôlent la vitesse sur les routes mis en cause. 6 mois difficiles pour l'action syndicale selon Edmond Maire. Faux billets de 100 francs, des coupures trop légères. Le sport encore touché, les tireurs d'élite attaquent leur fédération. Interview exclusive de Louis Corvalán, une édition spéciale du journal. Et oui, le petit homme à gauche de votre écran, c'est Louis Corvalán. L'autre monnaie de l'échange, son double, l'homme qui vaut son prix, vous le connaissez bien, Vladimir Boukhovski. Il est en Europe, il peut donc parler facilement et il nous a déjà parlé. Mais l'homme que l'on a installé sur le deuxième plateau de la balance pour le troc du 19 décembre, c'est beaucoup moins connu, c'est Louis Corvalán. Il est à Moscou, vous le voyez en ce moment, déambuler sur la place rouge. Premier journaliste à l'interviewer, Paul Nahon et Yves Bonsergent, 2 journalistes d'Antenne 2, dont vous pourrez voir leur reportage tout à l'heure, en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En attendant cette première interview de Louis Corvalán dans un petit quart d'heure, nous avons choisi de commencer par une histoire qui fera plaisir à tous les petits David qui sommeillent au fond du cœur de chaque citoyen face à l'administration Goliath. C'est le récit d'un radar piégé, d'un radar en échec. La cour d'appel de Nancy vient en effet de relaxer un automobiliste condamné au départ à une amende de 400 francs pour excès de vitesse. C'est un radar qui en avait décidé ainsi, plus exactement un cinémomètre, qui parlait d'une vitesse de 146 km/h sur une voie limitée à 110. Impossible, avait répondu l'automobiliste, ma voiture est une petite Peugeot, une 104. Selon le constructeur lui-même, elle ne peut dépasser les 135 km/h. De plus, elle était au rodage. Bref, le conducteur accusait le radar. Et il a été acquitté. La gendarmerie, elle, s'est jugée atteinte dans son honneur. Elle ne veut pas que l'on transforme un cas particulier en phénomène général. Et pourtant, vous allez le voir, il y a peut-être un doute. Pour le gendarme, le radar, cette bête noire de l'automobiliste, est une petite merveille de la science au-dessus de tout soupçon. Les forces de police et de gendarmerie sont équipées actuellement de 2 types d'appareils pour leur contrôle de vitesse, le Mesta 204D et le Mesta 206. Leur inventeur est un homme de 46 ans, Jean-Claude Préti. La différence qui existe entre ces 2 appareils réside dans le fait que l'appareil que vous voyez ici sur la gauche est de la classe de précision de plus ou moins 5% et celui que vous voyez sur la droite est de la classe de plus ou moins 3%. Ce qui veut dire que pour une vitesse de 130 km/h, l'erreur maximale que peut commettre un tel appareil est de 6 et quelques km/h pour le type le plus ancien, alors qu'elle est de plus ou moins 4 km/h pour le type le plus récent, qui est actuellement celui que nous livrons aux forces de police. L'automobiliste piégé sur une route de Lorraine roulait, précise le rapport, à 146 km/h. Contrôlé par l'ancien radar, il pouvait ne circuler réellement qu'à 140 si l'on tient compte de la marge d'erreur maximale de 6 km de cet appareil. Or, la 104 ne dépasse pas 135 à l'heure chrono. Contrôlé par le nouvel appareil, l'automobiliste ne pouvait rouler réellement qu'à 138 à l'heure. Dans un cas comme dans l'autre, les 2 radars auraient indiqué normalement une vitesse supérieure aux possibilités de la voiture. Petite précision technique, 2 radars, l'un nouveau, l'autre ancien, si 2 voitures passent en même temps dans le faisceau de l'ancien, en se croisant ou en se doublant, le servant du radar peut se tromper de voiture. Erreur impossible avec le nouvel appareil, car dans ce cas, il n'y a pas de mesure du tout possible et aucune interférence ne peut le brouiller. Le radar est juste, l'erreur est humaine, c'est précisément ce que nous avons voulu éviter avec les équipements de la nouvelle génération qui interdisent totalement cette possibilité de défaut d'identification d'erreur. Voilà pour l'homme de science. L'erreur humaine est possible avec l'ancien modèle. La gendarmerie, elle, n'admet pas que ces radars soient mis en accusation. La gendarmerie a effectué en 1976 près de 600 000 heures de contrôle de limitation de vitesse. À raison d'une moyenne de 10 contrôles à peu près à l'heure, nous avons donc contrôlé de l'ordre de 6 millions de voitures.
Et si vous voulez, c'est la première fois que nous entendons dans cette année 76 parler de contestation de ce genre. 6 millions d'automobilistes contrôlés, un contestataire, c'est en effet peu. C'est suffisant toutefois pour se poser des questions. L'inventeur dit non, la machine ne peut pas se tromper, l'homme peut-être. La gendarmerie, elle, dit la machine ou l'homme, hors de question, l'erreur est absolument impossible. L'erreur technique ou l'erreur humaine d'un gendarme est selon vous à exclure? Oui, elle est à exclure car les personnels qui manipulent ces appareils ont reçu une instruction particulière. Ils sont bien rodés à ce travail. Ce sont particulièrement les gens d'unités spécialisées dans le domaine de la circulation routière. Et je crois qu'il faut tout de suite exclure cette erreur du gendarme. Ce qui est jugé, personne n'a le droit maintenant de dire qui a tort ou raison dans cette affaire, une affaire qui peut rappeler tout de même une chose. Dans le doute, abstiens-toi, dit le proverbe, la cour d'appel de Nancy s'en est sans doute inspirée. Pourquoi les servants des radars de contrôle, dans certains cas, n'en feraient-ils pas autant? La science au service de l'homme parfait, l'homme lui faisant trop confiance ou aveugle devant elle, c'est tout de même autre chose. Moralité, ne roulez pas trop vite quand même. Le président de la République donne l'exemple, le Premier ministre suit le mouvement, il vient à Raymond-Barre, le goût des visites surprises. Ce matin, peu après 9 h, c'était dans un local de l'Agence nationale pour l'emploi de Nanterre, tout près de Paris. 1h30 de visite pour se rendre compte de ce qu'est une file de chômeurs, de ce que sont les problèmes des demandeurs d'emploi. L'emploi, a-t-il dit, n'est pas un problème global, c'est un problème catégoriel, il doit être réglé secteur par secteur. Ce qui ne va pas, eh bien, c'est la formation des jeunes, selon Raymond-Barre, et puis surtout la mobilité de la main-d'œuvre. Tout cela est en relation directe avec un propos d'Edmond Maire que nous avons recueilli. Le secrétaire général de la CFDT paraît quelque peu désabusé en ce moment. Il sent les salariés assez peu mobilisés, il ne les sent pas du tout prêts en tout cas à la bagarre. Pourquoi ? Eh bien à cause du chômage, dit-il, à cause de la fermeté du gouvernement et du patronat dans les conflits. Bref, tout cela donne une CFDT provisoirement désenchantée pour l'instant sur la possibilité de mobilisation de ces troupes. Des dizaines d'accords d'entreprise sont actuellement dénoncés par les directions quand ces accords prévoyaient par exemple des garanties d'évolution des salaires conformément à l'indice des prix. Face à des difficultés économiques, le patronat n'hésite pas à licencier brutalement, sans précaution et sans tenter de maintenir le personnel en place. Au total, nous avons donc une situation où les employeurs, inquiets devant l'avenir, sont en train de jouer leur dernière carte et jouent de l'autoritarisme et de l'intransigeance absolue. Et cette situation nouvelle désempare quelque peu les travailleurs. Il y a de réelles difficultés d'action, il ne faut pas les nier. Il ne s'agit pas de faire de la fuite en avant, de vouloir prôner des explosions sociales, des tous ensemble qui ne correspondent pas à la situation, mais il s'agit d'adapter des formes d'action précises sur l'emploi, autour des points chauds, sur les salaires, dans le secteur public et nationalisé, par des actions coordonnées, mais de longue durée. Dans le secteur privé en général, il faut que nous fassions preuve d'intelligence et de ténacité. On veut nous acculer au désespoir, nous devons faire preuve de confiance et de détermination. Oui, Edmond Maire s'en est pris également aux déclarations du gouvernement sur la politisation des entreprises, en les qualifiant de dangereuses. Il faut les combattre par tous les moyens, a dit Edmond Maire. Sommet franco-allemand le 3 et 4 février à Paris. Valéry Giscard d'Estaing rencontrera Helmut Schmidt dans le cadre de ces entretiens réguliers qui ont lieu 2 fois par an. Et puisque l'on parle négociation internationale, sachez que Jimmy Carter vient de répondre à Valéry Giscard d'Estaing. Il est d'accord sur le principe d'un sommet sur les pays industrialisés occidentaux dans les 6 mois à venir. Et revoilà les faux Corneille. Pour ceux qui ne le savent pas, Corneille est en effet le monsieur à moustache et à barbiche qui se trouve sur tous les billets de 100 francs. Depuis quelques mois, une petite épidémie gagne plusieurs départements de France. Les faux monnayeurs se réveillent et la confiance de quelques commerçants se relâche. De là, quelques faux billets pour lesquels nous allons essayer de vous expliquer ce qu'il faut faire pour les reconnaître, ce qu'il faut faire et ne pas faire dans le cas où, par malchance, vous auriez été vous-même trahi.
C'est au printemps dernier que les faux billets de 100 francs actuellement en circulation ont fait leur apparition. Environ 11 000 de ces fausses coupures ont été saisies dans le public sur l'ensemble du territoire. 15 000 contrefaçons ont également été découvertes chez 2 malfaiteurs niçois qui n'avaient pas eu le temps de les négocier. Voici comment reconnaître ces faux billets. Le billet authentique est beaucoup plus craquant, c'est net, alors que le faux billet est fait sur du papier du commerce banal. Et par conséquent, vous apercevez vous-même l'énorme différence entre les deux. La couleur du faux billet est nettement plus jaunâtre que celle du billet authentique. Vous avez également ici, dans le filigrane, vous avez une tête qui apparaît beaucoup plus nettement, alors que dans les faux billets, il s'agit d'une imitation faite à l'encre blanche. Les instituts d'émission en général du monde entier ne remboursent pas les faux billets. Supposons que moi, Oui. on m'ait donné un billet de 100 francs, un faux, et que je ne m'en sois pas rendu compte. Je ne peux pas me faire rembourser, donc ce que je vais faire, c'est à mon tour essayer de le fourguer. Oui, c'est la dernière des choses à faire, et pour une bonne raison, c'est que vous savez que c'est interdit par le code pénal. Autrement dit, il n'y a pas moyen d'être dédommagé, sauf en se retournant contre les faux monnayeurs lorsqu'ils sont identifiés et qu'on leur fait un procès. Contre les faux monnayeurs ou contre la personne qui, même de bonne foi, vous a remis le billet, lorsque vous arrivez à l'identifier, naturellement. Si plutôt que de rechercher, de retrouver la personne qui m'a donné ce faux billet, j'essaie moi de fourguer ce faux billet, je vais être complice des faux monnayeurs. Non, vous n'êtes pas complice de faux monnayeurs parce que vous essayez de négocier un billet quand on vous a remis un faux billet. Vous n'avez pas cherché à faire de la fausse monnaie. Vous n'êtes pas puni des peines du faux monnayage qui sont des peines de la réclusion criminelle à perpétuité. Vous avez simplement remis en circulation un billet dont vous avez constaté la fausseté. Par conséquent, vous serez punissable de peines plus légères, mais qui sont quand même des peines sérieuses. Une amende? Une amende et éventuellement une peine d'emprisonnement. Et l'amende, c'est quand même plus de 100 francs quand même. Naturellement. Et je vous rassure tout de suite, le mien est très craquant. Sport en champ clos, depuis quelques semaines, en effet, on ne cesse d'assister à une floraison de scandales, petits ou gros, à l'intérieur de plusieurs fédérations de disciplines différentes. Cela a été l'athlétisme avec l'affaire Guidrut, le cyclisme avec la démission du président de Sex. Nous voilà maintenant face à d'autres remous, cette fois à la Fédération française de tir. Et là, pardonnez le jeu de mots, mais certains pratiquants sont en train de tirer à boulet rouge contre leurs instances dirigeantes, soupçonnés de faire du favoritisme et de ne pas avoir choisi les meilleurs pour aller à Montréal. Cela va loin, ça va même se juger devant les tribunaux. Si les tireurs français n'ont pas atteint leur cible à Montréal, à savoir remporter des médailles, le motif ne serait pas purement sportif. Cet échec serait imputable aux intrigues de couloir, aux intérêts particuliers de certains. En réalité, la France n'aurait pas les champions qu'elle mérite. C'est du moins ce qu'affirment des membres de l'équipe de France de tir qui aimeraient voir les dirigeants changer leur fusil d'épaule. Il faut bien dire qu'après les Jeux Olympiques, faire un peu le bilan et se rendre compte que la préparation olympique que tout athlète de haut niveau doit attendre a été totalement inexistante et que les sélections pour ces mêmes Jeux Olympiques ont été arbitraires et dans certaines disciplines on n'a pas pris la peine de prendre les meilleurs tireurs qui avaient donné déjà entièrement satisfaction, et ceci pour des raisons difficilement explicables. Il y a d'autres choses comme par exemple les juniors de la section cible ont eu récemment les championnats d'Europe dans leur spécialité, mais ils sont partis directement au championnat d'Europe sans avoir la possibilité d'effectuer un stage de formation, ou ne serait-ce que de préparation psychologique avant le concours. Alors que dans un même temps, les dirigeants de la fédération, avec les présidents de ligue, faisaient ce qu'on appelle un gueuleton, avec l'argent qui aurait peut-être pu servir à organiser ce stage de junior. La sélection a été faite mathématiquement, avec des moyennes, des critères à obtenir. Je pense que ça n'est absolument pas contestable. Quant à la préparation des juniors, il est un fait que les juniors au championnat d'Europe
n'ont pas eu les résultats auxquels on escomptait. Il n'y a effectivement pas eu de stage particulier de préparation, mais il n'y en avait pas eu également pour les dames, et les dames ont été championnes d'Europe en carabine couchée. Vous voyez, donc je pense que peut-être, à l'avenir, il faudra envisager des préparations un peu plus importantes. Quant à l'utilisation à des fins sur lesquelles vous avez fait allusion, je ne vois absolument pas à quoi là il est fait état pour affirmer que l'argent a été mal utilisé. Qui a tort? Qui a raison? Eh bien, la justice tranchera. En effet, les contestataires ont porté plainte contre X. Et puis là, c'est une autre affaire. Qui va porter le bonnet? Le bonnet, c'est le bonnet qui est derrière moi, le bonnet phrygien. Vous le voyez depuis un mois tout juste, depuis le 5 décembre, jour de la création du RPR, le rassemblement de Jacques Chirac. C'est en effet le nouveau sigle que s'est choisi l'ex-UDR. Mais cela ne plaît pas à tout le monde, et surtout pas au Front progressiste, qui regroupe quelques gaullistes de gauche, et qui avait déjà choisi comme symbole ce bonnet phrygien. Tout cela va se traiter en justice, là encore. Le Front progressiste a déposé une plainte, examinée hier au tribunal civil de Paris, et en attendant la décision de la justice, cette affaire a inspiré quelques réflexions à Paul Lefebvre. Cette affaire, à première vue fort banale, me semble en réalité pleine d'enseignements. Significative en tout cas de ce que quelques mauvaises langues, dont je ne suis pas, c'est sûr, pourraient appeler le manque d'imagination du milieu politique, au niveau des sigles, s'entend. Bonnet phrygien sur fond de Lorraine, c'est le classique, le b.a.-ba de l'expression républicaine depuis le 18 juin. On peut penser, toujours dans la boutade, que ces hommes qui aiment la République ne la dessinent plus tout de même avec cet air gourmand que les sans-culottes avaient sur les tableaux ou l'Arc de Triomphe, en suivant cette belle plante demi-nue qui leur montrait la victoire. Enfin, peut-on regretter que ce genre de querelle, qui prête à toutes les envolées, qui autrefois, comme Hernani, aurait déchiré des gilets de moire, se termine sans couleur, sans éclat, dans les mains de Madame le Président Simone Rosès, magistrat éminent et femme d'autorité, qui ne va sans doute pas balancer longtemps avant de décider qui avait le plus le droit d'avoir la tête près de ce bonnet. On rit moins, c'est vrai, et le symbole, à force d'être sacré, risque de devenir insipide. Tenez, par exemple, cet homme condamné à Bar-le-Duc pour avoir, après un accident, remercié les gendarmes. Bien sûr, il leur avait offert une revue légère, très légère, mais alors vraiment légère. Sans doute un cadeau d'homme à homme pour alimenter la conversation entre l'histoire du gendarme belge et le dernier feu rouge grillé par la boulangère blonde. Le titre en était Le sexe en deuil. L'outrage a dépassé l'humour et les gendarmes, c'est leur droit, ont joué la vertu. Peut-être parce que le donateur, par malice ou par maladresse, pouvait faire ainsi naître le doute. Je vous lisais donc en début de ce journal, la rédaction dans N2 a réalisé la première interview du Chilien Luis Corvalán, secrétaire général du Parti communiste chilien, l'homme qui a été échangé avec Vladimir Bukovski. Vladimir Bukovski, nous l'avions longuement interviewé à Zurich et nous aurons l'occasion de le rencontrer à nouveau dès qu'il aura achevé son séjour en Grande-Bretagne. Mais l'interview de Luis Corvalán est tout à fait inédite. L'équipe d'Antenne 2 est la première à l'avoir rencontré à Moscou. Thème de cet entretien avec Paul Naon, la situation au Chili bien sûr, mais aussi les conditions de l'échange et son jugement sur l'URSS. Nous lui laissons bien sûr la responsabilité de ces affirmations, mais écoutez bien, c'est un document. Nous sommes ici à Moscou, température moins 15 degrés. Et comme vous pouvez le constater, j'ai à côté de moi Luis Corvalán, secrétaire général du Parti communiste chilien. Et vous vous en souvenez sans doute, Luis Corvalán a été échangé il y a 3 semaines et demie à peu près contre un prisonnier politique, Bukovski. Luis Corvalán, comment se déroule ici votre vie? Bueno, yo estoy muy contento aquí. Naturalmente, a mi edad es difícil vivir en otro país, cualquiera que él sea, pero me hallo muy bien en la Unión Soviética y el frío lo reemplazo por el calor humano que hay aquí. Vous parlez français, Luis Corvalán? Un peu, déjà. En la prison, j'ai lu français beaucoup. J'ai appris à lire bien le français, mais à parler français... Pas trop bien encore. Non, pas très, oui. El Día de la Marina. El Voz a Fiesta.
Конечно, на море. Sí, Está lindos. Está lindos. ¿No me viste allá? Не видела меня? Нет. No, vaya a saludar a tu gente. Chao. Gracias. ¿Ah? En mi país, usted sabe muy bien, existe una dictadura fascista, brutal, que todavía sigue cometiendo horrendos crímenes contra el pueblo y cuya ideología es muy fascista. Yo salí de Chile con algunos libros que pude sacar en mi valija, entre ellos este libro que quiero mostrarles, Nuestro Camino. Aquí está reflejada la ideología del fascismo chileno. Es un libro profusamente divulgado por el gobierno. En la página 16, por ejemplo, se dice que el régimen de Pinochet no solo desafía a la Unión Soviética, sino al conjunto de las ideas que constituyen un ingrediente básico de la convivencia internacional. Señor Luis Corvalán, ¿cómo pasó usted sus 3 años de cautividad? Mal, pues. ¿Cómo lo iba a pasar si estaba bien, si estaba detenido por mis ideas sin cometer delito alguno? Y en periodos muy mal, en Dawson, por ejemplo, donde todos los dirigentes de la Unidad Popular fuimos sometidos a trabajo forzado, brutal, y a un trato vejatorio, pero no solo allí. Todos sufrimos incomunicaciones y varios de nosotros torturas físicas. Tortura física. Varios de nosotros. Entre otros, por ejemplo, Alfredo Ayañán, que está en Francia, es director de investigaciones. Pregúntenle ustedes cómo lo torturaron en la Academia de Guerra de la FACH. Es largo el capítulo de las torturas, pero yo creo que el mundo sabe qué es lo que ha hecho Pinochet. Pero, Luis Corvalán, perdón, pero ¿qué tortura? Dame un ejemplo. Por ejemplo, la aplicación de la corriente eléctrica, la parrilla, es decir, en un catre metálico colocan a los compañeros, a las compañeras, le aplican corriente eléctrica en distintas partes del cuerpo, hasta en los órganos genitales. Y no es esta la peor de todas, porque a muchos le ponen cigarrillos encendidos, le han sacado las uñas, bueno, los han torturado bestialmente, incluso hasta la muerte. Y se conocen las violaciones también de compañeras. Mujeres, de mujeres y hombres también. Torturas de hombres y de mujeres también. Evidente. Luis Corvalán, ¿cuántos presos políticos hay ahora en Chile? Mire, yo ando trayendo conmigo la revista ¿Qué pasa? Una revista de la Junta Reaccionaria. En el número 25, en el número del 25 de noviembre de este año, después de resolverse la libertad de 304 prisioneros políticos, los últimos que habían según el régimen por estado de sitio, esta revista dice aquí que quedan entre procesadas o condenadas unas 3.300 personas. Y a eso hay que agregar los 2.500 chilenos y chilenas desaparecidos, secuestrados, acerca de cuya existencia no tenemos datos concretos. Algunos de ellos pueden estar muertos, pueden haber sido asesinados, liquidados. Y yo quiero decir que este es el más grande drama de Chile en este momento. Es el capítulo más dramático de la tragedia chilena, el de los desaparecidos. Sus familiares andan de puerta en puerta, tocan un resorte y otro resorte, inquiriendo datos por el destino de sus seres queridos. Todo en vano hasta el momento. Ya, очень рад, очень рад. Gracias.
¿Y sabía usted cuando le liberaron que se trataba de cambiarle contra otro preso político y soviético? Esto? Me informaron 2 o 3 días, cuando me informaron que iba a quedar libre. Pero me parece que sabía usted cuando le liberaron que se trataba de cambiarle contra otro preso político soviético. Fui informado y tenía además la opinión favorable de mi partido. Pero sin embargo, usted mismo declaró, me parece, cuando fue en cárcel, que usted se negaría a tal cambio. No, esa declaración no la he hecho. Fue una distorsión de una conversación telefónica con un periodista de Copenhague. Después la aclaró mi esposa. Ya libre y en Moscú, en Unión Soviética, ¿qué piensa usted de tal cambio? Yo pienso que fue un detalle, porque lo principal ha sido y es la solidaridad internacional. Y desde un punto de vista de principio, no le encuentro nada de particular. El Partido Comunista Francés declaró que tal cambio le parecía lamentable. ¿Qué piensa usted de esta opinión? Mire, hay una declaración sobre el particular hecha por el Partido Comunista de Chile y yo me atengo a ella. No hay para qué echarle pelo a la leche en las relaciones entre los partidos. Es decir, que nosotros queremos tenerlas muy fraternales con los comunistas franceses, como con todos los partidos. En Europa hemos tenido la impresión que algunas pequeñas disensiones, problemas, le opusieron a los dirigentes soviéticos a llegar aquí. Bueno, es una impresión que no tiene nada que ver con la realidad. Yo le voy a contar un secreto porque a ustedes les gustan los secretos. Yo estuve en Minsk descansando. Me expresaron, me interrogaron si quería descansar un par de días. Le dije, payasta, como dicen los soviéticos. Y con mi familia estuve en Minsk algunos días y después regresé a Moscú. Y creo que usted sabe que he sido recibido de forma muy cariñosa, muy fraternal por el pueblo soviético, por el Partido Comunista de la Unión Soviética y por el camarada Brende en una entrevista inolvidable, por lo menos para mí. ¿Existen otros presos políticos también en la Unión Soviética y en Chile? En Chile existen presos políticos. ¿En la Unión Soviética? En la Unión Soviética los presos que hay o que puedan haber son elementos que han cometido delitos de acuerdo con la ley soviética y han sido condenados de acuerdo con la ley soviética, lo que no ocurre en mi país. Eso para mí está absolutamente Pero claro. existen presos políticos también en Unión Soviética y en Chile. Presos en Chile y en Unión Soviética. Hay presos y presos. Sí. ¿Le parece a usted deseable, bueno, es decir, que otros cambios como este tengan lugar? Yo creo, le dije ya que desde un punto de vista de principio me parece que no hay ningún inconveniente. Ahora, que se tengan lugar otros intercambios de presos es un asunto que tienen que considerarlo otras personas, no yo. Perdón otra vez, señor Corvalán. ¿Piensa usted que el señor Bukovsky es un preso político aquí o no? No. Todos los antecedentes que tengo indican que no. Seguramente. ¿Cuánto tiempo piensa usted quedarse aquí en la Unión Soviética? El tiempo estrictamente necesario. Es decir, cuando yo pueda o deba retornar a mi país, lo que no implica que deba esperar que caiga Pinochet. gracias. Voilà donc pour cette édition spéciale sur Louis Corvalán. Avant de passer à la météo, cette information toute fraîche et qui concerne le Concorde. Le nouveau secrétaire d'État américain au transport vient d'annoncer qu'il maintiendrait l'autorisation temporaire d'atterrissage du supersonique aux États-Unis, autorisation donnée par son prédécesseur William Coleman. Donc pour l'instant, quoi qu'on en ait dit, pas de changement de ligne entre l'administration Ford et le cabinet Carter. La météo donc, demain un temps très brumeux et frais, attention aux brouillards matinaux denses et parfois givrants sur le sud-ouest, le centre, le nord et le nord-est. Les températures dans le midi vont à nouveau baisser. Voilà, ce journal se termine au nom de tous ceux qui m'ont aidé à le préparer, à le présenter, aujourd'hui dans des conditions pas très faciles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous invite à regarder le rappel de nos titres. Bonsoir. Louis Corvalán à Antenne 2, je retournerai au Chili. Edmond Maire pessimiste pour l'action syndicale. La Banque de France, attention aux faux billets de 100 francs.
une enquête ouverte à la Fédération française de tir. Vers 22h40, le dernier journal d'Antenne 2.